Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 8. Sommaire, théorie générale de l'audition. Théorie particulière du son. 3 conditions sont indispensables pour que le son se produise: corps sonore, corps insonore, l'écho. L'air ne fait pas le son, mais sans lui le son ne serait pas perçu par l'oreille. Rôle de l'air dans l'audition. Rôle de l'oreille, perception du son dans l'eau, théorie du grave et de l'aigu, théorie de la voix, définition de la voix, animaux qui en sont privés, rôle du gosier et du poumon, caractère propre de la voix. Étudions maintenant comment, avant les autres sens, le son est l'ouïe. Le son est double. L'un est un acte et l'autre n'est qu'une puissance. Nous disons de certaines choses qu'elles n'ont pas de son, telles que l'éponge, la laine, et que d'autres en ont, comme l'airain et tous les corps durs et lisses, parce que ces autres choses peuvent résonner, c'est-à-dire causer entre l'objet et l'ouïe un son réel, un son en acte. Le son en acte se produit toujours par un corps en rapport avec quelque autre corps et dans quelque milieu. C'est une percussion qui le cause. Aussi y a-t-il impossibilité que le son se produise quand il n'y a qu'un seul objet, car l'objet qui frappe est différent de l'objet frappé. Ainsi le corps sonore sonne relativement à quelque autre objet. Mais il n'y a pas de percussion sans mouvement, et ainsi que nous l'avons dit, le son n'est pas le coup de choses prises au hasard. La laine a beau être frappée, elle ne rend pas de son. Mais l'airain et tous les corps lisses et creux en rendent quand on les frappe. L'airain en particulier parce qu'il est lisse. Des choses qui sont creuses rendent par la réflexion plusieurs coups après le premier, le milieu qui est mis en mouvement ne pouvant en sortir. On entend le son dans l'air, on l'entend aussi dans l'eau, mais moins distinctement. L'eau n'est pas la condition souveraine du son, non plus que l'eau, mais il faut que ce soit des corps solides qui se choquent entre eux, et encore qui choquent l'air. Ce choc contre l'air a lieu lorsque l'air frappé demeure et ne se disperse pas. Ainsi, c'est quand on le frappe vite et fort qu'il rend un son, car il faut accélérer le mouvement du corps qui déchire la tranche de l'air, comme si l'on frappait un tas de poussière ou une nuée de sable emportée rapidement. L'écho se produit lorsque l'air est relancé de nouveau par le premier air qu'a réuni le vase qui le limite et l'empêche de se disperser. Comme une balle est relancée. Il semble que l'écho devrait être perpétuel. Pourtant, il n'est pas toujours clair et perceptible parce qu'il en arrive du son comme de la lumière. Ainsi, la lumière se réfléchit toujours, car autrement il n'y aurait pas de lumière partout et il n'y aurait que ténèbres en dehors de l'endroit éclairé par le soleil. Mais elle n'est pas réfractée partout comme elle le serait par de l'eau, de l'airain ou quelque autre corps lisse. Elle l'est de manière à produire de l'ombre qui nous sert à distinguer la lumière elle-même. On a raison de dire que c'est le vide qui est la condition souveraine de l'audition, si l'on admet que l'air soit le vide. C'est bien l'air qui fait qu'on entend quand il est mis en mouvement dans un sens continu et un. Mais comme il est différent, il ne résonne pas, à moins que l'objet frappé ne soit lisse. Alors aussitôt il devient un par son contact avec la surface, car la surface d'une chose bien lisse est une. Un corps sonore n'est donc pas autre chose que ce qui meut l'air, un sans discontinuité jusqu'à l'ouïe. Et l'ouïe est congénère à l'air. C'est parce que le son est dans l'air qu'après avoir mu le dehors, il meut aussi le dedans. Voilà pourquoi l'animal n'entend pas partout, pas plus que l'air ne pénètre partout. Et en effet, la partie de l'organe qui doit être mue et qui est animée n'a pas partout de l'air. L'air en lui-même n'a pas de son, parce qu'il est trop aisément divisible. Mais quand on l'empêche de se disperser, le mouvement qu'il reçoit devient alors du son.
Or l'air qui est dans les oreilles y est logé profondément pour y être immobile, afin que l'organe perçoive exactement toutes les nuances diverses du mouvement. Voilà aussi comment nous entendons dans l'eau. C'est que l'eau ne pénètre pas jusqu'à l'air qui est congénère au son. Mais il faut qu'elle n'entre pas non plus dans l'oreille par les circonvolutions, et lorsqu'elle s'y introduit, on ne peut plus entendre. On n'entend pas davantage quand la membrane est malade, de même qu'on ne voit plus quand la peau qui est sur la pupille de l'œil devient malade aussi. Mais la preuve qu'on entend ou qu'on n'entend pas, c'est que l'oreille bruit toujours comme lorsqu'on en approche une corne. L'air qui est dans les oreilles est toujours mu d'un certain mouvement qui lui est particulier. Mais le son lui est étranger et ne lui est pas propre, et l'on dit qu'on entend et par le vide et par le corps qui résonne, c'est que l'on entend par la partie de l'organe qui renferme l'air limité. Est-ce le corps frappé ou le corps frappant qui résonne ? C'est l'un et l'autre, mais d'une façon différente. Le son est le mouvement de ce qui peut être mu à la manière des choses rebondissantes par les corps lisses quand on les choque. Mais tout corps frappé ou frappant ne rend pas de son, ainsi qu'on l'a dit. Et par exemple, quand une pointe frappe une pointe, il faut que le corps frappé soit mu de telle sorte que l'air en masse rebondisse et soit agité en masse. Quant aux différences des corps résonnants, elles s'aperçoivent aisément dans le son réel, le son en acte. Ainsi, de même que sans lumière on ne voit pas les couleurs, de même on ne perçoit pas le grave ou l'aigu en l'absence du son. Grave et aigu sont des expressions tirées par métaphore des objets sensibles au toucher. L'aigu, en un court espace de temps, meut le son un grand nombre de fois, et le grave, en un long espace de temps, le meut fort peu. Ce n'est pas que l'aigu soit rapide, ni que le grave soit lent, mais le mouvement qui fait l'un se produit avec rapidité et celui que fait l'autre avec lenteur. Et l'on voit qu'il y a ici ressemblance avec l'aigu et l'obtus perçu par le toucher. L'aigu en quelque sorte semble percer l'organe, l'obtus le pousse seulement parce que le mouvement a lieu pour l'un en peu de temps et pour l'autre en beaucoup de temps. Et il en résulte que l'un est rapide et que l'autre est lent. Bornons-nous à ces considérations sur le son en général. La voix est un son produit par un être animé. Parmi les êtres inanimés, aucun n'a de voix, mais c'est uniquement par similitude qu'on dit d'eux qu'ils en ont une, comme on le dit en parlant de la lyre, de la flûte et de toutes les autres choses sans vie qui ont une vibration, un chant, un langage. Il semble qu'elles aient une voix parce que la voix a aussi toutes ses nuances. Beaucoup d'animaux n'ont pas de voix, et par exemple les animaux qui n'ont pas de sang et les poissons parmi ceux qui ont du sang. Ceci est tout simple, puisque le son est un certain mouvement de l'air. Les poissons qui, à ce que l'on prétend, ont une voix, comme ceux de l'Achelous, font du bruit avec leurs branchies ou avec tel autre organe. La voix est donc le son propre de l'animal, mais elle n'est pas produite par la première partie venue. Et comme le son se produit toujours à ces conditions qu'un corps en frappe un autre dans un milieu, lequel milieu est l'air, on peut dire avec raison que ces êtres-là seuls ont une voix qui reçoivent l'air. La nature emploie à deux usages l'air respiré. De même que la langue lui sert, et pour le goût et pour le langage, l'un le goût étant nécessaire et aussi ayant été donné par elle à la plupart des animaux, et l'autre le langage n'ayant pour but que leur bien-être. De même, la nature fait servir le souffle, et pour la chaleur intérieure qui est indispensable, l'on en dira la raison ailleurs, et en outre pour la voix faite seulement en vue du bonheur de l'individu. L'organe de la respiration, c'est le gosier. Et c'est encore pour cette fonction qu'est faite une autre partie du corps, le poumon. Ce dernier organe, en effet, est cause que les animaux terrestres ont plus de chaleur que les autres. Le premier lieu vers le cœur a aussi besoin de la respiration. Et voilà pourquoi il faut nécessairement, quand on aspire, que l'air entre en dedans. Ainsi donc, du coup que l'air aspiré par l'âme qui est dans ces parties donne contre ce qu'on appelle l'artère, c'est la voix.
Mais tout son produit par l'animal n'est pas une voix, ainsi que nous l'avons dit. Et par exemple, on peut produire aussi un son avec la langue, comme le font ceux qui toussent. Mais il faut, pour qu'il y ait voix, que le corps frappant soit animé et qu'il y mette une certaine intention. La voix, en effet, est un son exprimant quelque chose. Ce n'est pas un simple bruit de l'air respiré comme la toux. Mais par ce mouvement, l'être frappe l'air qui est dans l'artère contre l'artère même. La preuve, c'est qu'on ne peut émettre de voix si au lieu d'aspirer et d'expirer, on retient l'air, car en le retenant, on trouble cette fonction. On voit aussi comment les poissons sont sans voix, c'est qu'ils n'ont pas de gosier. Et s'ils sont privés de cet appareil, c'est qu'ils ne reçoivent pas l'air et ne respirent pas. Mais c'est ailleurs qu'il faut examiner la cause de leur organisation.